Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live LinkedIn avec Gila Clara Kessous, qui est experte en négociation et en psychologie positive, coach en leadership, professeure à Harvard et à Sciences Po, comédienne, artiste de l'UNESCO pour la paix et conférencière. Gila, tu as également publié le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol et récemment Ensemble pour les droits des femmes aux éditions Gallimard en coécriture avec Isabelle Rome, qui est notre nouvelle ministre à l'égalité. Bonjour Gila, je suis très heureuse de réaliser ce live avec toi, 30 minutes d'inspiration ensemble. Bienvenue. Bonjour, bonjour Marie, merci de me recevoir. Alors merci à toutes et toutes qui nous suivez. Je vous invite à mettre dans les commentaires, parce qu'on va les voir, à mettre d'où vous venez et puis votre mot du jour. Ça nous permettra de sentir l'humeur globale chez vous et d'essayer de vous donner le plus d'énergie et d'inspiration et de tips possibles. Alors moi, je suis Marie-Éloi, je me présente, ce qui m'anime, c'est vraiment la place des femmes et leur impact dans l'économie. Et pour ça, je préside plusieurs structures, plusieurs organisations. Pour celles qui veulent entreprendre et créer leur entreprise, c'est Femmes des Territoires, 400 ateliers par an sur l'entrepreneuriat. Pour celles qui veulent développer leur entreprise, développer leurs compétences, leur chiffre d'affaires, leur leadership, c'est Bouge ta boîte. Et pour les salariés, pour faciliter les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations, c'est Bouge ton groupe. J'espère que comme moi, vous allez ressortir de ce live avec plein d'énergie et d'inspiration. Alors Gila, toi, vous allez voir, hein, ça ne rentre pas dans une seule case, il y en a plusieurs des cases. Avec Gila Clara Kessous, tu es diplômée du Conservatoire national des arts dramatiques, tu as un MBA à l'ESSEC, tu as notamment étudié à l'université de Boston et de Harvard. Et on va voir avec toi tout de suite ton premier moment clé, mais je vois qu'il y a déjà plein de monde qui nous suit, qui viennent de un peu partout. De Beaune, Sophie, bienvenue. Limoges, Valérie, Delphine de Paris, Cécile de Lille, Nathalie d'Avignon, Claire, bientôt Rochefort, parce qu'elle pour l'instant elle est dans les Hautes-Alpes. Delphine également, qui vient du Médoc, Sabine de Lyon, Sophie, Concarneau, Claude, Clermont-Ferrand, Séverine de Toulouse, Aurélie de Brest, non mais c'est fantastique, il y a tout, Anne-Sophie de La Rochelle. Quelle chance de vous avoir avec nous toutes et tous. J'espère qu'on vous donnera vraiment le maximum d'inspiration. Guylain, on va commencer avec toi, avec ton premier moment clé, le premier moment où ta vie a basculé, parce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu hors du commun. Ce premier moment clé, tu as 22 ans. Et tu choisis de faire ta thèse avec comme directeur de thèse Elie Wiesel, qui est, vous le savez, le prix Nobel de la paix, écrivain, philosophe. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as choisi et comment s'est passée votre première rencontre parce qu'elle ne manque pas de piment? Oui, alors effectivement, bonjour à tous. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir d'où vous venez tous. J'ai même vu Bruxelles, etc. Donc, bonjour à tous. Mon premier moment clé, c'est ce moment où je vais devoir rencontrer mon directeur de thèse, puisqu'Elie Wiesel était mon directeur de thèse pendant 6 ans. En fait, je sortais du Conservatoire national d'art dramatique et j'ai très rapidement compris que ces techniques théâtrales, ces techniques du bien dire, il fallait le donner aux sans-voix, aux personnes qui avaient du mal à prendre la parole après des traumatismes. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur comment encadrer, comment aider des survivants de génocide, des femmes victimes d'excision, etc. Et après un MBA à l'ESSEC, qui m'a aidé à pouvoir produire des spectacles et avoir des notions de budget que je n'avais pas du tout, puisque quand Oui, on parce sort que du conservatoire, c'est comment pas évident dire, le lien entre les ah deux. non, pas du tout, pas du tout. On était vraiment dans une sorte de bain littéraire avec les classes prépa, donc complètement déconnecté de la réalité. Et donc, après avoir fait ce passage à l'ESSEC et avoir pleuré sur la comptabilité et la finance, je découvre un livre très intéressant qui s'appelle Le procès de Shamgorod. Le procès de Shamgorod, qui est un livre écrit par Elie Wiesel, dans lequel il parle en fait de la difficulté que ça a été de devoir survivre et il propose de mettre Dieu en procès sur scène pour ce qui s'est passé pendant la Shoah, pendant l'Holocauste. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ce livre d'un survivant qui utilisait le théâtre pour faire ça,
pour forcer la transcendance à donner des comptes vis-à-vis de ce qui se passe en général. Et on pourrait faire la même chose au niveau de l'Ukraine, on pourrait faire la même chose. Je me suis dit, il faut absolument que je l'interviewe. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme une bouteille à la mer, j'ai écrit un petit mail au secrétariat en disant, voilà, bonjour, je me présente, je voudrais savoir si je pourrais interviewer monsieur prix Nobel de la paix, à l'époque qu'il enseignait à l'université de Boston. Tu parlais à peine anglais, hein, on est d'accord. C'était l'enfer, mais bon, heureusement, j'étais à l'écrit, comme ça personne ne pouvait voir my horrible accent. Et donc, je me dis, j'ai aucune chance, je ne le connais pas. Et à peu près 3 semaines plus tard, je reçois vraiment un email qui me dit, mademoiselle, très touchée par votre demande, non seulement j'accepte l'entretien, mais je serai d'accord pour pouvoir poursuivre des recherches avec vous sur le théâtre, parce que je crois profondément que le théâtre peut aider à la catharsis des victimes et à travailler l'impact au niveau de la non-désinformation, puisque être en lien pour un public avec une victime qui raconte, c'est arrêter de passer par des biais médiatiques qui quelquefois transforment la réalité. Et mais ça veut dire qu'on peut contacter un prix Nobel de la paix et avoir une réponse vraiment envoyée, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. J'ai contacté Malala Yousafzai, la jeune prix Nobel qui se bat pour l'éducation, de la même façon. J'ai contacté Sheryl Sandberg aussi, comme ça. Donc vraiment, croyez-moi, il n'y a vraiment rien qui empêche, à part cette petite voix intérieure qui me dit quelquefois « mais non, t'es rien », etc. Donc moi, j'avais réussi à faire le premier pas et du coup, j'ai eu le retour. Donc, il me dit, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre qui sont dans les archives quand j'étais jeune. Personne ne s'intéresse, puisqu'on me dit romancier, on me dit essayiste, mais pas dramaturge. Si vous voulez les étudier, je vous ouvre mes archives et je serai votre directeur de thèse. Je pars aux États-Unis, c'était la première fois que je partais. On va dire que j'avais des sons de cloche familiaux qui me disaient « c'est un pays où tout le monde est armé, tu vas te faire descendre, ne pars pas ». Bref. Donc du coup, j'arriverai, mais en stop, à Boston. Et donc, je dois rencontrer Elie Wiesel pour la première fois. Et ce moment où je traverse la Commonwealth Avenue, qui est une rue très très large, vous savez, à l'américaine. Aux États-Unis, il n'y a pas 2 voies, il n'y a pas 3 voies, il y a 5 voies. Et donc, je marche et là, je vais avoir un accident de voiture qui va être assez grave. Je vais me faire heurter par une voiture qui ne va pas s'arrêter. Donc, je tombe. Et malgré l'envie, justement, de pouvoir faire bonne figure, j'avais déjà eu quand même beaucoup de retours de survivants avec qui j'avais travaillé au Rwanda. J'essayais de serrer les dents. C'était plus fort que moi. Je sentais qu'au niveau de la jambe, c'était plus ça, quoi. Et c'était le moment même où tu devais le rencontrer, c'est ça? C'était le jour où je devais le rencontrer. Et donc là, petit attroupement, des gens viennent, me demandent est-ce que vous voulez de l'aide. Je dis non, mais je ne peux pas me relever. Donc du coup, je vais connaître le bonheur des urgences aux États-Unis. On me met dans le quart de pompier, je me rappelle. Et je me rappelle aussi d'une photo, j'aimerais vraiment beaucoup la voir, où des personnes, sans doute des touristes, qui sans doute venaient d'Asie aussi, m'ont pris. Je faisais comme ça sur le brancard pour dire j'ai même pas mal. Ça aussi, c'est très, très féminin. J'ai même pas mal. Alors que j'étais dans un état terrible. Et donc, tu paniques parce que tu te dis, mais je vais rater mon rendez-vous. Là, je me dis, je vais et là, tu appelles la secrétaire. En fait, j'appelle une des infirmières et je lui dis I have a meeting with Elie Wiesel. Elle me regarde, elle me dit Elie Wiesel. Il faut savoir qu'aux États-Unis, Wiesel ne se dit pas Wiesel, c'est Wiesel. Okay, ça, je l'ai su à plus tard. Et c'est un meilleur accent. Elle me dit, voilà, maintenant, je suis devenue vraiment bon. Et elle me dit, bon, elle doit avoir de la fièvre, la pauvre fille. Elle dit qu'elle a rendez-vous avec un prix Nobel. Bon. Et en fait, 15 minutes plus tard, je la vois revenir avec l'appareil téléphonique et elle me dit c'est pour vous, c'est Elie Wiesel is on the phone. Et donc, il avait eu la gentillesse de prendre du temps. Il avait su, en fait, que j'étais vraiment accidentée. Et il m'a appelée. Et il m'a dit, n'ayez pas peur, je vous attends. Prenez votre temps pour pouvoir guérir. Quand vous voulez, vous pourrez repasser pendant mes heures de bureau. Et j'ai trouvé vraiment cette humanité, cette générosité aussi, vis-à-vis de quelqu'un qui ne connaissait pas, qui était une jeune qui débarque et qui n'a aucune attache aux États-Unis. Remarquable. Et vraiment, ça, c'est un moment que je n'oublierai pas, parce que c'est un moment qui a été douloureux, mais c'est vrai qu'en allant plus loin, ça m'a donné un vrai sens à ce qui va se produire plus tard.
Parce que par la suite, du coup, bah, tu vas dans ses cours, tu arrives en fauteuil roulant et lui, il te connaît déjà, il te laisse sa place. Et aujourd'hui, tu es la seule metteur en scène à pouvoir jouer toutes les pièces d'Elie Wiesel. Voilà, Grâce, en tout cas, cet accident, malheureusement, parce que je sais que tu as beaucoup souffert, mais malgré tout, il t'a permis de rentrer en contact avec un lien privilégié avec le prix Nobel. C'est bien ça? bien, exactement, et c'était terrible parce que je voulais absolument être très, on va dire très discrète en tant que Française déjà, en tant qu'étrangère, pour être dans la place. Malheureusement, l'accès handicapé, puisque j'étais en chaise roulante, se faisait sur la rampe qui donnait directement dans la salle, sur la scène. Donc j'arrive et lui me dit, mais prenez ma place, moi je ferai le cours dans la salle. Et là, tout le monde qui me regarde, j'étais dans la salle, là, c'était terrible. Mais c'est vrai que ce moment, il m'a enseigné deux choses. La première, d'accepter le fait de donner, qui va être en fait quelque chose où ce statut de victime qu'on n'aime pas va aussi pouvoir mûrir, non pas victime mais survivant. Et puis bien sûr, cette capacité de proximité aussi avec quelqu'un qui est un grand de ce monde, qui est une grande figure. Ça, c'est aussi quelque chose que ce moment m'a appris. Deuxième moment clé, Gila, tu as 25 ans cette fois, ça fait 1 an et demi que tu es sur le terrain auprès des survivants, comme tu le dis, au Rwanda, au Congo, pour les aider à sortir cette voix, à sortir leurs paroles. Tu as emmagasiné beaucoup, beaucoup de témoignages. Tu es proche du burn-out, hein, parce que j'imagine bien comme ça doit être éprouvant. Et là, l'université d'Harvard t'appelle pour enseigner à Harvard. Tu as 25 ans seulement. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne se passe pas non plus comme prévu. Bah, en fait, j'étais très flattée que Harvard me propose d'enseigner un cours théâtre et droits de l'homme. Je l'ai donné d'abord à la faculté des sciences et après à la Kennedy School, qui est l'équivalent de notre Sciences Po. Et donc, j'étais galvanisée par la joie de pouvoir enseigner à des élèves. Et puis, Harvard, c'est vrai, tu l'as dit, c'est quelque chose de très puissant. Mais à l'intérieur, en fait, j'étais complètement bloquée émotionnellement. J'avais reçu tellement de témoignages de survivants qui me disaient qu'ils avaient perdu toute leur famille, mais sans pleurer, sans demander de pitié, que moi, dès que j'avais des petits bobos, je sais pas, des problèmes avec les boyfriends, quoi que ce soit, dès que je sentais l'émotion venir, je me disais, mais quelle indécence! Comment est-ce que tu peux, toi, être dans cette tristesse alors que tu as vu ce qu'on t'a confié, tu as vu qui tu as aidé? Et donc, Donc, j'étais tu ne bloquée. t'autorisais plus, en fait, c'est ça? Exactement. Je m'autorisais plus du tout à avoir quoi que ce soit comme émotion. J'étais complètement emprisonnée en moi-même et donc sur le point de faire un burn-in qui était plus voilà cette consomption, je sais pas comment est-ce qu'on dit, consomption interne en fait. Et en fait, quand on est prof à Harvard, on peut prendre n'importe quel cours du catalogue. Donc je regardais les cours et d'un point de vue très sarcastique français, je vois un cours sur le bonheur. Le bonheur, comme si le bonheur s'enseignait, quoi. Donc je regarde ce cours, je me dis, mais c'est pas vrai. On doit apprendre à sourire dans ce cours. Je vais le prendre juste pour vérifier que c'est bien du bullshit. Et donc, je découvre en fait la psychologie positive. Je découvre Tal Ben-Shahar, qui est le professeur de bonheur à l'université d'Harvard et qui fait en fait le cours le plus populaire, puisqu'il a à peu près 400 élèves. Et c'est la révélation. Je vais enfin réussir. C'est un ancien champion sportif hein, qui a été blessé et qui, du coup, s'est vraiment plongé dans la psychologie positive. Et qu'est-ce Ben, que tu tu vois, découvres là, alors que tu es en burn-out ou pas loin? pour revenir sur ce que tu viens de dire, cette notion-là d'avoir été blessé, d'aller plus loin dans la blessure en trouvant la psychologie positive, d'avoir aussi des grands-parents qui avaient survécu la Shoah. Donc il y avait quelque chose qui était très proche de mon parcours, dans cette volonté de se dire, mais même quand on est survivant, ce qu'on veut, c'est pas forcément témoigner tout le temps, c'est aussi trouver le bonheur, trouver l'équilibre. Et ce qui est merveilleux avec la psychologie positive, c'est que c'est vraiment fondé sur un rapport aux sciences, un rapport à la rationalité, et c'est ce qu'on appelle l'optimalisme. L'optimalisme qui est vraiment une combinaison entre l'optimisme et le réalisme. C'est-à-dire que c'est pas simplement du positivisme béat en disant voilà, c'est facile, tout se passe bien, en se cachant des difficultés. Au contraire, l'optimalisme, c'est je suis vraiment réaliste quant à la situation, mais dans l'arbre de décision que je fais, j'ai une branche dans laquelle je me dis que
aussi, il y a une option que tout se passe bien. Et ça, c'est vraiment assez formidable, parce que ça nous permet de revenir dans un équilibre, une intégrité vis-à-vis de la situation qui est très intéressante. Alors justement, Donc, Anne-Sophie dit qu'elle a lu tous ses livres. Donc tu vois, il y a également, comme toi, des expertes dans celles ça et fait ceux qui nous écoutent. plaisir. Et Vraiment, tu dis si que... j'avais un seul conseil juste sur ces livres, hein, à lire, c'est l'apprentissage de l'imperfection. Vraiment, si vous devez ressortir de notre petite discussion, l'apprentissage de l'imperfection pour commencer le travail de Tal Ben-Shahar. En France, on a encore beaucoup de problèmes avec le bonheur, mais quand on parle d'imperfection, ça va mieux. Et justement, cette petite voix que je citais tout à l'heure qui peut vous freiner, eh ben, ce perfectionnisme, Tal Ben-Shahar va le traiter dans ce livre, l'apprentissage de l'imperfection. Et tu dis que ce cours sur le bonheur t'a redonné l'importance de toi. C'est important Vraiment, de donner cette priorité aussi. c'est vrai, je me suis rendu compte en fait que dans voilà, le maillage en fait des différents chaînons, bah, si on veut transmettre, si on veut aider l'autre, il faut qu'on soit un chaînon solide. En fait, on ne peut pas aider si on est à terre. Pour réussir à relever quelqu'un, il faut être debout. Et pour être debout, il faut être solide. Et être solide, c'est physiquement, psychologiquement, avec une vraie acceptation de la réalité corporelle et psychologique au niveau émotionnel. Et donc là, je vais vraiment travailler avec Tal Ben-Shahar. Je vais aller le voir en lui disant, c'est Tal, moi je trouve ton cours fantastique, mais ça manque un peu de corporel, ça manque un peu de, voilà, de rapport à cette notion de bonheur vis-à-vis du corps. Et il me dit, bon, bah, tu sais quoi, je te donne carte blanche. Tu vas imaginer des exercices de théâtre, d'improvisation, en lien avec la psychologie positive. Et du coup, bah, je vais faire mes preuves, il va aimer, et puis il va me dire, tu sais, ta volonté de transformation sociétale, donner la voix aux sans-voix, aider les survivants, elle est très noble. Mais si tu veux vraiment changer la société, il faut que tu te formes au coaching, que tu interviennes en entreprise, que tu interviennes en institution, pour que vraiment ces questions-là puissent être transmises, on va dire, à la base de ce qui fait une société. Et ça, j'ai jamais oublié, et je suis devenue coach à ce moment-là. Et Marjorie qui dit il faut être soi-même debout pour pouvoir aider à se relever, c'est exactement cela. Justement, tu vas nous donner quelques tips et notamment ce que tu appelles le Spire pour que nous, on puisse prendre soin de nous comme toi, tu as pris soin de toi à partir de ce moment-là. Alors, quelques petits tips. Il faut savoir que quand vous êtes dans la classe, il va falloir vous imaginer, hein, d'être dans la classe de Tal Ben-Shahar avec un environnement très Harry Potter, hein, puisque on va dire que Harvard Université, c'est dans la Nouvelle-Angleterre, donc c'est vraiment très briques, rouge, etc. Donc, imaginez-vous dans l'environnement de Harry Potter, là, au réfectoire, et il faut imaginer donc ces grands amphithéâtres où Tal Ben-Shahar nous dispensait le cours, et il nous demandait de pouvoir appliquer cet exercice qu'il appelle Spire, donc Spire en anglais qui veut dire spirale, avec un acronyme pour prendre soi et prendre sa température à peu près 2 fois par semaine. En quoi ça consiste? Il faut le faire dans le même lieu, à peu près à la même heure, et essayer de voir s'il y a des récurrences. En fait, ce qu'il nous proposait, c'était d'avoir un carnet de température et faire la courbe pour voir si ces différentes dimensions du whole being, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de l'intégrité de l'ensemble de l'être, on n'a pas vraiment de mot, hein, pour dire whole being en français, si ces différentes dimensions permettaient en fait de pouvoir nous dire qu'on était en bonne santé psychologique et physique. Ça donne S pour spirituel. À un moment donné, vous choisissez votre lieu, vous choisissez votre heure, eh bien vous pouvez essayer de voir si spirituellement vous avez un certain sens à votre vie, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le religieux, mais si vous vous sentez que vous êtes à votre place, si vous sentez ce que Aligné, vous êtes c'est ça? en train de vivre, en fait, correspond à une mission interne, on va dire, c'est le côté métaphysique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez important. Donc, c'est quelque chose qu'il faut observer de la première dimension. Et l'idée, c'est de se donner une note entre 1 et 5. 1 étant la plus basse, 5 étant la plus haute. Donc ça, tu le fais 2 fois par semaine, Alors, spirituel, et tu vas continuer les spirituel, autres, mais tu fais ensuite, ça 2 fois par c'est semaine. 2 fois par semaine au même lieu, au même lieu dans à peu près la même période de temps. Parce qu'en fait, sinon, ça peut influer sur les résultats. Donc, je m'observe, je crée ma température au niveau spirituel, au niveau physique. Donc, comment je me sens? Est-ce que quand je prends à peu près 30 secondes, 1 minute pour m'observer, est-ce que j'ai des douleurs qui reviennent au dos, par exemple? Bien sûr, il faut que ce soit documenté,
Est-ce que c'est toujours la même, en fait, toujours la même douleur qui revient? Donc ça, c'est très, très important. Le I, c'est vraiment intellectuel. C'est-à-dire, est-ce que ce que je suis en train de vivre, la situation dans laquelle je me trouve maintenant, elle me fait apprendre quelque chose? Est-ce que je qu'il y a m'ennuie cette pas, en fait? curiosité? Est-ce que je m'ennuie pas? Ouais. Est-ce que je me J'ai nourris? cette je me nourris, c'est parfaitement ça. Le R, c'est relationnel. Est-ce que je me sens entourée? Voilà, est-ce que ça en confinement, c'était terrible. Hein. Est-ce que j'ai pas un grand manque vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de ma famille? Et puis le E, c'est émotionnel. Est-ce que si je m'observe pendant 30 secondes, une minute, il y a des émotions qui reviennent de façon récurrente? Est-ce qu'il y a une nostalgie vis-à-vis d'un passé que je ne retrouverai plus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, on va dire, décédés, qui reviennent et qui me donnent on va dire, un côté émotionnel amer. Donc tout ça, en fait, ça doit être noté. Et ce que je te propose, Marie, c'est de faire en fait une toute petite, un tout petit exercice avec notre public. On va voir un peu leur notation de Spire. Est-ce qu'on a le temps? Ça va durer, allez, peut-être une minute. Si c'est une minute, c'est bon. Ouais. Allez, s'il vous plaît, je compte sur votre réactivité. Vous êtes prêts? Vous notez de 1 à 5. 1, c'est le plus bas, 5, c'est le plus haut. Dites-moi comment vous vous sentez S, spirituellement. Allez, c'est parti. Alors, il y a Est-ce un que petit vous décalage. sentez, voilà, je sais qu'il y a un peu de décalage, mais est-ce que vous sentez qu'au niveau métaphysique, il y a quelque chose qui se déclenche? Est-ce que vous comprenez mieux certaines choses? Donc ça, c'est très important. Vous mettez S et puis vous mettez votre note, 1 étant le plus bas, 5 étant le plus haut. Après le S, il y a la dimension du P qui est physique. Est-ce que vous vous sentez bien? Ou alors, quelquefois, il y a des gens qui disent non, moi j'ai froid. Hein, il y a l'air conditionné qui est là, chaque fois que je m'observe. Donc de 1 à 5, vous mettez P. 1, c'est le plus bas, 5, c'est le plus haut. I, intellectuellement, est-ce que vous apprenez quelque chose? Et là, je dois vous avouer que si vous mettez 1 ou 0, c'est un peu ma faute. Ça veut dire que vous n'êtes pas très intéressé par ce que je raconte. Donc là aussi, de 1 à 5, P, vous mettez physiquement comment vous vous sentez. Intellectuellement, est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que vous trouvez que, voilà, Marie et moi, on crée un peu de choses intéressantes au niveau intellectuel, 1 et 5. Et puis on termine par le E, émotionnellement. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes au top ou un peu fatigué? En début, c'est un vendredi, fatigué, c'est le week-end, on l'attend. Donc voilà, je vois plein de Il notes. manque le R. Il manque le R, Il manque relationnel. le R, relationnel. Ah pardon, j'allais l'oublier. Tu vois, c'est le 1 minute. Est-ce que vous vous sentez bien entouré? Regardez. N'oubliez pas de marquer vraiment la lettre à laquelle correspond cette notation. Oh là là, voilà, très très bien. Hein. On a Laurine qui nous met du 5, on a Claire du 4, relationnel. C'est chouette, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Il y a du 2 et il y a du 1 aussi. Hein. Il y a du 2, il y a du 1. Là aussi, l'idée, c'est vraiment de documenter si jamais il y a des moments de 2 ou de 1, parce que si jamais ça revient, il faut traiter, psychologiquement ou physiquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces notes, qu'on prend notre température 2 fois par semaine? Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Alors, si on voit dans la courbe, comme je le disais, qu'il y a des notes faibles, les notes faibles, c'est 1, 2, qui reviennent systématiquement, il faut traiter. C'est-à-dire physiquement, cette douleur que vous ne voulez pas voir, traitez-la vraiment si jamais ça revient, on va dire, sur 2-3 semaines. C'est-à-dire si vous le faites 2 fois par semaine, si vous avez le temps, 1 fois par semaine, vraiment, dès que vous avez 3 notes qui vont être en dessous de la moyenne, il faut prendre ce que vous dit votre whole being, c'est-à-dire l'intégrité de votre corps, au sérieux, vraiment. Alors, on a encore un tout petit peu de temps pour que tu nous parles des techniques top, parce que ça aussi, c'est fantastique. Je voulais qu'on parle aussi de la négociation, mais je crois qu'on ne va pas y arriver dans ce live. On fera ça une autre fois. Je donnerai des références, ne vous inquiétez pas. Ah oui, si tu peux nous donner une ou deux de références justement sur la négociation, comme ça nous permettra, nous, de travailler là-dessus. On fera quelque chose forcément et nous parler des techniques top. Très bien. Alors, déjà, une technique sur la négociation. Lisez le livre de William Ury, U-R-Y, qui est le grand maître de la négociation. Il a écrit Getting to Yes, qui s'appelle Comment réussir sa négociation en français. Le livre qu'il faut lire, c'est Savoir dire non, comment refuser sans offenser. Vous lisez ça et vous verrez, vous aurez un petit manuel de survie professionnelle puisqu'il vous apprend à comment gérer la passivité, agressivité, manipulation. Donc voilà, William Ury, c'est ma référence pour la négo. Niveau top, alors ces techniques ont été développées par une médecin militaire pour pouvoir nous aider en fait à immédiatement être disponible au niveau corporel, mental, psychologique, physique, dans des cas de stress intense. Normalement, les top techniques d'optimisation du potentiel étaient réservées à des GIGN, des médecins urgentistes, etc. Donc, c'était vraiment des techniques uniquement déléguées à des professionnels, on dira, du stress.
Et aujourd'hui, ça s'ouvre à nous. Vous pourrez voir Réseau Top sur Internet. Et donc, l'idée des tops, c'est de pouvoir vous donner des techniques de visualisation, de respiration, de préparation mentale de la réussite pour qu'en un minimum de temps, vous puissiez, comme les pilotes d'élite, être en capacité de dépasser votre stress et d'aller là où vous voulez. Donc ça, ce sont des techniques merveilleuses. On peut parler, allez, d'un toute petite méthode de respiration, on l'appelle la respiration du sniper. Mais bon, un vendredi matin, faire une respiration de sniper. Alors, respiration que fait le sniper ou le marin, c'est-à-dire comme un marin professionnel n'a pas le droit de dormir, les Marines, eh ben, en fait, il fait cette respiration et ça va créer à l'intérieur comme si c'était une sorte de régénération interne. La respiration, on l'appelle 4-4-8, donc 4 temps d'inspi, 4 temps où on bloque la respiration d'apnée et 8 temps d'expi. D'accord. Et les 4 temps, c'est à peu près 4 secondes. Si vous avez du temps, bien sûr, la cohésion cardiaque, c'est très bien. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez cohésion cardiaque, ils ont une petite musique de Bouddha, et ça dure 5 minutes. La respiration du sniper, ça dure, allez, 10 à 15 secondes. Et mesdames, je pense que, messieurs, bien sûr, on a peu de temps dans un cadre professionnel. Donc, pensez respiration du sniper, 4 temps d'inspi, 4 secondes d'inspi, 4 temps d'apnée, et 8 ans d'expi. Et on fait ça pas plus de 3 fois à la suite, sinon on va être en hyper-oxygénation, voire des éléphants roses, et puis se dire, ah, dis donc, voilà, cette Gila, elle est un peu bizarre. Voilà. Donc, avant un rendez-vous, avant une prise de risque maximale, on essaie la technique du sniper. Franchement, il faudrait trouver un autre nom. Parce que... Je sais. Merci beaucoup, Gila. Ça touche très bientôt à sa fin, ce live. Je vous invite, si ce live vous a inspiré, à mettre un mot sur ce que vous avez aimé dans ce live avec Gila Clara Kessous, un petit mot d'humeur par rapport à ceux de tout à l'heure. Et je vous invite à écouter le portrait chinois qu'on va faire avec Gila. Gila, quelques mots. Si tu te croisais toi-même à 20 ans, donc s'il y avait la Gila de 20 ans en face de toi, qu'est-ce que cette Gila-là te dirait? Qu'est-ce qu'elle te dirait à toi? Alors, elle me dirait de pouvoir continuer en étant très confiante que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, mais toi, elle te dirait quoi en te voyant aujourd'hui maintenant? Ah, et elle me dirait quoi en voyant? Elle me dira, wow, bah, écoute, finalement, tu t'en es pas si mal sorti, dis-moi. Franchement, moi qui étais pleine de doutes sur ce que tu allais faire avec le jonglage de différentes balles artistiques, voilà, théâtrales. Et puis je pensais que voilà, tu allais être au chômage, un peu comme tous les artistes. Eh ben, dis-moi, tu te débrouilles plutôt pas mal. Hein. Ce qui te ressource. Ce qui me ressource, c'est vraiment du temps familial. C'est vraiment aussi la capacité que j'ai de pouvoir donner dans des coachings. Aujourd'hui, je suis coach secteur privé, secteur public, et donner dans un cadre de coaching, c'est extrêmement ressourçant. Qu'as-tu accepté de la vie? J'ai accepté que les choses n'aillent pas comme on le veut et que c'est vraiment ça qui en fait la beauté. De quoi n'as-tu plus peur? Je n'ai plus peur de l'inattendu, de l'inespéré, de la surprise. Et sur quoi tu travailles pour progresser? Sur quoi je travaille pour progresser? La patience. La patience. Je suis quelqu'un qui aime que les choses vont vite et ça, justement, je travaille énormément sur moi. La patience, l'ego, vraiment juste se mettre entre parenthèses et observer, écouter. Et du coup, ça apprend tellement plus. C'est sûr, on a Christelle qui dit merci pour ce partage, c'est intéressant. Judith, top, merci à toutes les deux. Marjorie, merci beaucoup à toutes les deux. Dynamisme et énergie et persévérance. Coco, très intéressant. Merci pour cette pépite du bonheur. Féral, sa voix est très centrée. Claire, merci pour votre parcours très inspirant et résilient. Résilience, oser, bonheur, ça c'est un autre témoignage. Merci beaucoup d'Isabelle, très inspirant. Merci à vous, un moment très inspirant, très beau témoignage, etc. Je vous invite, si vous avez aimé ce live, à le liker, comme ça les personnes de votre communauté pourront le voir sur votre fil, à le relayer si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous.
Je vous propose de faire une trêve estivale des live lending qui sont normalement tous les 15 jours. J'ai mis un petit t-shirt express que vous le voyez. Il y a écrit Farniente dessus, trêve estivale pour cet été. On se retrouve fin août pour reprendre les lives tous les 15 jours le vendredi de 9h30 à 10h. Et je vous laisse comme d'habitude avec cette phrase qui va si bien à cet esprit de live à toutes celles et à vous toutes et tous qui nous suivez. C'est phrase de Goethe. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. À bientôt, bel été à toutes et à tous. Merci Guylain. Au revoir. Merci Marie.